Donc moi c'est Gérard, je suis à la retraite depuis presque 10 ans maintenant. Mon épouse malheureusement a présenté les premiers symptômes de cette saloperie de maladie lorsque je suis arrivé à la retraite, et elle aussi puisqu'on est de la même époque. Et j'ai vécu des années de galère, on peut le dire, dans le sens où on nous dit, bah voilà, votre épouse est atteinte d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer, ça vous tombe sur la tronche, et ben on vous laisse là. Démerde-toi comme tu peux. Ah si, allez voir les clics, oui, oui. Enfin bref, si on n'a pas dans sa poche, dans sa manche ou quelque part des gens qu'on connaît qui peuvent dire bah, va voir ça, va voir l'assistante sociale, va voir tel service, ils peuvent te guider. C'est le parcours du combattant. Donc quand on évoque les aidants, la première chose qui leur arrive sur la tête, c'est d'être complètement déboussolés. Ils ne savent pas à quel sens vouer. Ensuite, j'ai vécu donc avec mon épouse à la maison pendant 6 ans, jusqu'au moment où ça n'a plus été possible. À la suite d'une grosse crise, j'ai été obligé de la faire hospitaliser. Et ça s'est terminé dans une unité cognitivo-comportementale, qui n'était qu'un passage temporaire dans cette unité de soins. Et on m'a dit, bah, il va falloir que vous trouviez un EHPAD pour mettre votre épouse. Et mon épouse s'est retrouvée dans un EHPAD à proximité de notre lieu d'habitation. Et là, ça a été une nouvelle dégringolade. Pourtant, c'était un EHPAD très bien noté. Mon épouse, nous étions de très grands marcheurs, donc elle a conservé, malgré son état, l'aspect marche, donc déambulation permanente. Ça gênait beaucoup de monde. Ça n'a pas plu longtemps et on m'a prié de voir autre chose que cet établissement-là. Et j'ai pas eu le choix, elle est retournée à l'unité cognitivo-comportementale. Là, il y a une communication, on voit régulièrement le médecin, le cadre de santé, le personnel nous explique, il faudrait que vous rameniez ça, il faudrait que vous voyiez ça. Hier, elle a eu un petit souci, ce matin, bref, les petits soucis de la vie quotidienne, quoi. Et à mon avis, c'est quelque chose dans le lien qu'il y a entre l'équipe, la personne malade et la personne aidante, c'est indissociable. J'ai rencontré Christelle lors du 2e séjour de mon épouse dans l'unité cognitivo-comportementale. Je suis Christelle Gérard, je suis infirmière de formation. Je suis naturopathe depuis l'an dernier. Je suis arrivée en Bretagne en 2017 et j'ai commencé par travailler dans une petite société d'accompagnement personnalisé. Et dans cette société, j'ai pu rencontrer une personne Josiane, dont le mari était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et je l'ai accompagné, j'ai accompagné le couple pendant quelques mois. Et c'est grâce à ça que le projet Raison d'être a vu le jour. Le projet est arrivé quelques semaines après le placement de Charles dans une maison, dans un EHPAD.
Et puis, on avait fait un cahier de bord qu'on a donné à l'EHPAD pour que les gens sachent, enfin les professionnels sachent ce qu'il était capable de faire, ce qu'il aimait faire, ce qu'il n'aimait pas faire, de manière à faire un suivi et que le chemin, ce parcours soit un peu plus facile à vivre. Et en fait, on s'est aperçu que les professionnels ne s'en étaient pas saisis. Et j'ai vu Josiane et Charles dans une détresse incroyable. En tant que professionnelle, et humainement, je me sentais un peu démunie, désarmée. J'avais l'impression de ne pas avoir forcément fait mon boulot correctement. Et j'ai vu des professionnels épuisés, un manque de personnel évidemment, des gens frustrés. J'ai vu Charles perdre toutes ses habilités, entre autres le langage qu'on avait du mal à garder mais qui était resté dans ses capacités. J'ai vu une épouse effondrée, complètement désarmée par rapport à ce qui se passait. Et là, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Et là m'est venue l'idée du projet Raison d'être, qui est une maison familiale. Donc un petit groupe de personnes qui auraient la même maladie. Et donc dans cette maison, il y a 4 axes qui sont très importants pour nous. Donc l'approche humaniste, qui est vraiment centrée sur la personne. Le deuxième axe, c'est la formation. Le troisième axe, c'est plutôt un côté écologie. La maison qu'on souhaite monter, elle sera le plus autonome en énergie possible. Elle aura le minimum d'impact carbone possible. Le quatrième axe, c'est vraiment la dynamique locale. On souhaite vraiment pouvoir renforcer les ressources du territoire. Et donc de faire appel aux producteurs locaux pour nous apporter les aliments. On va faire appel aussi aux artisans, aux petits commerçants du coin, de manière à vraiment créer ce lien qui est propice à la communication, à la relation humaine. C'est quelque chose, on sait très bien que dans cette maladie, l'isolement social est très important. Donc on serait là vraiment pour promouvoir tout ça. L'approche Carpe Diem, en fait, elle est vraiment basée sur l'utilisation des compétences de la personne pour qu'elle puisse garder sa dignité, qu'elle puisse garder aussi ce sentiment d'utilité dans notre monde. L'important dans cette approche, c'est aussi cette vision qu'elle a des proches, et donc d'intégrer vraiment les proches dans la vie de la maison. Voilà, ça fait partie des enjeux de Carpe Diem. On va vraiment travailler sur le respect de la personne, sur sa dignité, et ça passe par clairement, on ne met pas de couche à une personne de protection, à une personne à la maison Carpe Diem, hormis vraiment gros soucis, mais on va plutôt faire attention à l'amener aux toilettes et à évaluer par des signes, pas forcément par la parole, si la personne a envie d'aller aux toilettes. Les intervenants, par exemple, vont être en pyjama le soir, la nuit, pas pour le plaisir d'être en pyjama, mais pour montrer à la personne d'une manière non verbale qu'on est la nuit et que quand il fait nuit, on va se coucher, quoi. J'ai des conseils, j'écoute, je fais un peu de secrétariat, je fais des plans. J'ai réalisé beaucoup de plans en fonction au fur et à mesure de l'avancement du projet, il y a des idées. Ah bah oui, mais avec telle association, eux, ils ont fait ça, puis ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Donc il faudrait changer des plans par rapport à ce qu'on avait à l'origine. Donc je refais des plans, je les soumets. C'est un peu un travail de fourmi à l'intérieur du groupe, mais qui permet de faire avancer les choses. On souhaite vraiment leur laisser
une place privilégiée dans le parcours de la personne aimée qui est en difficulté, mais aussi à l'intérieur de la maison, il y aurait vraiment une place privilégiée dans le sens où il y aura des groupes d'entraide qui seront possibles. La formation leur est aussi dédiée, donc ils auront la possibilité de se former à l'approche qui va être utilisée dans la maison, et donc ils vont pouvoir rentrer plus facilement en communication avec la personne aimée et comprendre mieux ce qui se passe dans cette maladie, et donc de promouvoir vraiment la communication au sein du groupe. Pour l'instant, dans le projet, on compte déjà accueillir 8 personnes en accueil temps plein et 10 personnes en accueil de jour. Donc ça, c'est pour les personnes malades. Et puis, il y aura des activités, des groupes de parole, des soins, entre autres en médecine douce, possibles aussi pour les proches. Il y a un espace dédié aux proches, c'est-à-dire que si une famille vient de loin et souhaite visiter la personne malade, elle peut être accueillie à la maison, comme quelqu'un qui irait chez ses parents l'espace d'un week-end. Voilà, il y a vraiment un accueil possible de la famille dans la maison pour être vraiment au plus près de la famille. Il faut qu'on se réfère à une législation, il faut qu'on se réfère à des possibilités d'agrément. Seule l'ARS peut nous permettre d'avoir ces informations-là. Et après 22 demandes de rendez-vous, d'explications de projets, d'invitations au comité de pilotage, on n'a encore eu aucune réponse de leur part. Nous avons vu monsieur le député, monsieur Gaël Le Bohec, qui a pris connaissance du projet, qui était extrêmement intéressé parce qu'on répondait aux questions d'une nouvelle loi en réflexion qui s'appelle Personnes âgées et autonomie. Donc notre projet est parti quand même à l'Assemblée nationale. Donc au niveau législatif, on espère avoir quand même prochainement des informations sur ce sujet. On espère une réponse de l'ARS prochainement. Faire profiter les gens de mon expérience, guider les aidants, les conseillers, quitte à avoir une bibliothèque, dire bah, voilà, vous avez la possibilité d'avoir ça avec tel type d'association, avec tel type d'aide du gouvernemental, avec tel type de structure existante. Vous avez les structures juridiques, parce qu'il faut bien penser que pour la personne malade, il faut à un moment ou à un autre soit la mettre sous tutelle, soit la mettre en protection juridique. Et ça, ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Si à un moment, quand on vous demande dans les EHPAD, est-ce que votre épouse est sous tutelle? Bah non. Bah il faudrait. Alors que ça n'a aucun caractère obligatoire. C'est conseillé au cas où l'aidant proche ait un problème. Parce que malheureusement, on sait très bien que les aidants décèdent souvent avant leurs proches malades. Et toutes ces choses-là, je voudrais en faire mon petit catalogue, aider les aidants, aussi les personnes malades. Ce qu'on aimerait dans 5 ans, c'est que la maison soit déjà construite, qu'on fonctionne avec les personnes dedans. Enfin, je pense que ce sera le cas. Mais le plus important, c'est que ce concept puisse être essaimé dans toute la France. Thank you.